Notre invitée est la Benjamine de l'Assemblée nationale, mais son poids politique ne se mesure pas au nombre de ses années. Elle a connu des succès et des échecs électoraux au cours des 5 dernières années, mais son ascension semble irrésistible, tout comme son ambition dans le parti qu'elle incarne presque seule à l'Assemblée nationale. Héritière d'une dynastie politique qui a marqué l'histoire de France des 30 dernières années, elle n'a pas envie d'attendre patiemment son tour. Notre invitée est députée du Vaucluse, présidente du groupe Front National au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Marie-Michèle Le Pen. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau de député. Ça fait Je vous en prie. 4 ans et demi que vous l'occupez maintenant. Tout à l'heure, on en fera le bilan, mais on va déjà essayer de savoir un petit peu mieux vous connaître, d'où vous venez. L'ambition politique, j'ai lu dans une interview que la politique n'était pas une évidence pour vous. La vie publique me pèse indéniablement. L'exercice médiatique aussi, hein, j'en suis navrée, même si je suis contente de vous avoir aujourd'hui dans mon bureau. Mais c'est vrai que je ne considère pas être complètement entre une bouffée par la politique, si je peux me permettre cette expression, comme un certain nombre de personnes qui parlent de virus politique. Je me bats pour mon pays, j'ai des réelles convictions, mais c'est vrai que je ne me vois pas faire cela toute ma vie. Je crois que c'est fini les vieux schémas où on a des politiques qui ont 30, 35 ans de mandats électoraux et qui, in fine, arrivent aux affaires en étant le plus souvent d'ailleurs complètement déconnectés. Je ne m'inscris pas dans cette logique-là, voilà. On peut dire quand même à vos électeurs du Vaucluse qu'ils pourront voter pour vous en juin ou pas? Oui, en l'état actuel, oui. Bon. On va peut-être faire un petit bilan des 5 ans que vous avez passé ici à l'Assemblée. C'est pas facile en fait, au fond, d'être dans un groupe de, même pas un groupe d'ailleurs, de 2 députés. Petit groupe. Ouais, un petit groupe. Est-ce que ça a été utile ou pas, ou est-ce que vous êtes ennuyé à l'Assemblée? Non, je pense que ça a été utile. Alors évidemment, on n'a pas influencé la politique du gouvernement, ça nous apparaît évident, puisque de principe, de toute façon, toutes nos propositions étaient refusées. Mais néanmoins, on parlait moins, on va dire, pour les gens qui étaient dans l'hémicycle que pour tous ceux qui ont pu après recevoir nos déclarations et nos interventions de l'extérieur. Et j'avais une phrase amusante, je disais, moi je mesure la qualité de mes interventions au nombre de huées qu'elles suscitent dans l'hémicycle. Même si c'est pas toujours très agréable, mais l'idée c'était de dire qu'on était là un peu pour bousculer, voilà, non mais pour bousculer un peu cette espèce d'ambiance un peu terne, un peu homogène qui existe dans l'Assemblée nationale. Et je pense que ça n'a pas été inutile. On a participé même à 2 au débat démocratique bien au-delà de l'Assemblée nationale, peut-être parce que aussi nous étions peu nombreux et donc nous attirions une attention particulière. Vous disiez donc la politique, c'était pas un virus, peut-être que vous l'avez attrapé maintenant, mais en tout cas que vous ne l'aviez pas à l'époque. Parfois vous dites que vous l'avez fait par devoir. Est-ce que c'est parce que quand on porte votre nom, Maréchal Le Pen, qu'au bout d'un moment, on se dit il faut y aller? Je l'ai fait par devoir, oui, c'est vrai, je ne souhaitais pas partir à ces élections législatives. À l'époque, je m'y étais opposée plusieurs fois et croyez-moi, c'est pas facile de dire non à Jean-Marie Le Pen. Et je m'en suis pas cachée, j'ai raconté l'histoire, je lui avais répondu non par lettre au bout d'un moment, n'ayant plus le courage de lui dire ouvertement. Et il a fini par me convaincre en me disant mais si même toi qui es militante, qui a de vraies convictions, alors même que tu viens quand même d'une grande famille politique, tu ne montres pas l'exemple, comment peut-on après cela eh bien, encourager la jeune génération à s'engager? Et c'est vrai que, et puis il avait ajouté un peu sur le mode du chantage affectif, si tu n'y vas pas, c'est que tu n'es pas une vraie Le Pen. Cette filiation Le Pen, elle vous a jamais pesé dans votre enfance, dans votre adolescence? Si, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu à la fois mon honneur et mon fardeau. Indéniablement, ça a été difficile à vivre dans notre enfance. Tout le monde savait la famille à laquelle on appartenait. On a été en proie, moi, mais enfin comme mes tantes et comme ma mère, à une agressivité dans le cadre scolaire qui a été assez forte. Et on l'a tous subi de façon quand même assez douloureuse et on a du coup été politisés très jeunes et très vite parce qu'on a dû se justifier d'un certain nombre de prises de position politiques dont nous n'étions pas évidemment responsables, mais on a toujours fait corps, ça a été aussi notre force. Et puis mon grand-père avait cette phrase qui était parfois un peu injuste, mais bon, qui permet de se tenir en disant oui, mais enfin, ne vous plaignez pas, vous pourriez être tout nu dans la neige en temps de guerre. Alors cette filiation, on en voit des traces intellectuelles, j'ai envie de dire. Par exemple, cet auteur, j'aime mon village mieux que ton village, j'aime ma Provence mieux que ta province, et j'aime mon pays mieux que tout. J'imagine que c'est quelque chose que vous a appris votre grand-père. Bah, en fait, c'est un tableau que je trouve assez étonnant parce que je l'ai trouvé en effet dans la cave au trésor de mon grand-père, et c'est un tableau qui a été édité par le Conseil général de Vaucluse. Au 19e siècle, si je ne m'abuse. Parce qu'il joue sur Provence, province. Oui, exactement. Et en fait, c'était l'idée de dire on a un devoir de charité en premier lieu à l'égard de nos compatriotes,
Et on reprend un peu l'idée de rousseauiste qui était de dire finalement tel philosophe aime les Tatars pour se dispenser d'aimer ses voisins. Je crois que ça a été le grand travers des hommes politiques de ce siècle, omnubilés par le bien-être, l'humanisme à l'égard des autres, se souciant assez peu finalement du bien-être de son propre peuple, de son indépendance, de sa liberté, de son intégrité. Et donc je crois que c'est un peu notre fil de conduite, nous, au Front National, en tant que patriotes, c'est de dire la France, les Français d'abord, et ce qui nous permettra d'ailleurs dans un deuxième temps d'être généreux, à partir du moment où on assure déjà le bien-être de notre propre peuple. Alors, il y a parfois des références qui peuvent surprendre, vous allez nous expliquer. Par exemple, il y a des résistants dans votre bureau, il y a Étienne Dorve, et puis il y a le résistant qui est, je crois, le préféré de votre conseiller politique, c'est Pierre Brossolette. Alors on se dit toujours, le Front National, à un moment donné, c'était un parti, pas tellement des résistants, mais il a en tout cas accueilli en son sein d'anciens collaborateurs. C'est les années 50, évidemment. Alors comment est-ce qu'on peut faire juxtaposer les deux aujourd'hui? Alors déjà, le Front National a été créé dans les années 70. Hein. Oui, mais donc c'est vrai que le procès qui est fait est un peu... à mon avis, un peu simpliste. Vous le savez, c'était une période extrêmement difficile, et c'est vrai que le Front National a été à l'époque un parti de rassemblement qui n'a jamais collaboré de près ou de loin, pour la simple et bonne raison qu'il a été créé des années après. Je parlais des gens qui l'ont rejoint. Oui, mais enfin, ce procès-là, en l'occurrence, aura pu et aurait dû aussi être fait au RPR à une certaine époque, je vous le signale. Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que le personnage d'Honoré d'Étienne Dorve est un grand résistant, c'est un compagnon de la Libération, c'est un homme qui a de très très beaux écrits patriotiques, et donc moi c'est une référence que j'aime bien. Et Pierre Brossolette, pour le coup, c'est un politique socialiste qui a été lui aussi un grand résistant. Et ce qui unit ces deux hommes, c'est l'amour de la liberté et de l'indépendance de la France. Et c'est dire que voilà, il n'y a pas aujourd'hui en France, on accepte l'intégralité de son héritage. On ne s'enferme pas dans des clivages sectaires parce qu'on a tous cet héritage commun. Et il n'y a pas des personnages de l'histoire qui appartiennent à la gauche ou à la droite, c'est pas comme ça que ça marche. On prend l'héritage en bloc, on l'aime en bloc, et ces deux hommes, à leur manière, avec leur panache, incarnent bien cette France que nous aimons, cette France indépendante. Alors on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors je ne sais pas, il y a ce dessin. Est-ce que cette addition Marion-Marine est inébranlable? Parce qu'on va évidemment parler de la polémique actuelle, à la fois sur l'IVG, mais aussi sur la ligne politique du Front National. Alors est-ce qu'il y a deux fronts? Alors déjà, ce dessin m'a été offert lorsque j'ai été élue par, en effet, les enfants d'un militant. D'un militant, je pense que c'est assez représentatif. Et d'ailleurs, il met en avant également l'un des deux dessins, l'injustice qui veut qu'aujourd'hui, des millions de Français soient représentés par deux députés, quand par exemple les communistes... Ah oui, il y a un autre dessin là qui est amusant avec la balance. Là, les communistes qui représentent beaucoup moins d'électeurs que nous, ou même les écologistes, et parfois des députés beaucoup plus importants. Et par ailleurs, oui, c'est inébranlable, parce que moi je suis rentrée en politique pour Marine Le Pen. Je n'ai pas changé sur ce sujet, je serai loyale et je la soutiendrai. Voilà. Après, évidemment qu'il peut y avoir occasionnellement, comme dans tous les partis politiques, une analyse qui n'est pas tout à fait la même sur les sujets, mais enfin ce qui est important quand même de rappeler, c'est que nous sommes évidemment en accord sur l'immense majorité des sujets et sur l'essentiel qui constitue la défense de notre identité, de notre sécurité, de notre liberté, de notre souveraineté. Et on a souvent tendance à vouloir mettre en exergue les points de divergence en exagérant, à mon avis, ce qu'ils peuvent représenter sur le plan d'une ligne politique, en oubliant tout ce qui nous rassemble. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble est quand même beaucoup plus important. Alors, un exemple concret, l'IVG. Qu'est-ce qui vous distingue encore de la position de Marine Le Pen sur ce sujet? Non, mais moi, c'est très clair. Lorsque j'ai parlé de ce sujet, je n'ai fait que répondre à une actualité parlementaire dont je ne suis pas à l'origine, qui était l'extension du délit d'entrave à l'IVG, qui était une incroyable et scandaleuse atteinte à la liberté d'expression. Sur les sites qui essayent de dissuader d'avorter. On parle de ça. Oui, des gens qui apportent qui refusent la banalisation en fait de l'avortement et qui souhaitent faire un véritable choix aux femmes en leur proposant des solutions alternatives, en les accompagnant. Il n'est pas question de revenir sur la loi Veil, la légalité de l'avortement ou l'accès à cet avortement, simplement revenir à l'esprit qui était celui de Simone Veil. Moi je me suis replongée dans ce discours, c'est très clair, qui dit ça n'est absolument pas un droit fondamental, c'est une loi d'exception, en dernier recours. D'ailleurs elle précise les pouvoirs publics doivent tout faire pour en dissuader la femme, les pouvoirs publics doivent tout faire pour accompagner les associations qui proposent des alternatives et accompagnent les femmes qui souhaitent garder leur enfant, et dans ce cadre-là, il n'y a pas de banalisation parce qu'il y a des effets psychiques importants. En fait, l'idée, c'était de dire qu'aujourd'hui, on pourrait quand même se poser la question de savoir s'il est normal qu'on puisse être remboursé intégralement et sans aucune limite de ce type d'acte, plutôt que de ne pas respecter... Et ça, là, il y a un petit désaccord, j'imagine, avec Marine. Moi, je comprends parfaitement qu'on ne veuille pas en faire un sujet central dans la campagne, parce que c'est en effet un sujet
compliqué, clivant, indéniablement, presque tabou, j'ai envie de vous dire, qu'il est manipulé par les adversaires qui immédiatement en font des caricatures. Et donc c'est logique que Marine, qui souhaite rassembler largement et au-delà du parti, souhaite ne pas en faire un sujet central. Pour autant, moi je ne renoncerai pas à ces convictions-là qui m'apparaissent justes. Quand vous voyez l'évolution du monde actuel avec Trump aux États-Unis, les Anglais qui sortent de l'Europe, etc., est-ce que ça ne vous fait pas peur à un moment donné que tous ces peuples qui quelque part s'isolent un peu finissent par s'affronter, comme ça a été le cas dans des pages récentes de l'histoire? Non, je crois pas du tout, parce que déjà c'est une mauvaise lecture de l'histoire. On dit très souvent, oui, le nationalisme est à l'origine de la guerre. En fait, ce sont plutôt les empires, en réalité, qui ont été aux origines de la guerre, d'une part. D'autre part, je pense que c'est une mauvaise lecture, parce que je ne crois pas qu'il y ait une volonté de s'enfermer, de se replier, de construire des murs, comme on peut l'entendre de façon, à mon avis, un peu caricaturale. Trump veut faire un mur avec le Mexique. Non, je crois que l'idée, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui... Les Anglais font un mur à Calais. Le symptôme, c'est aujourd'hui que nous sommes une nouvelle génération politique qui a envie de tirer les conclusions des échecs du libre-échange total, du refus du protectionnisme et de l'abolition des frontières, et avec pour conséquence l'immigration de masse et l'insécurité qui s'en est suivie. Et cette nouvelle génération, en effet, a envie de retrouver à travers l'échelle nationale les protections nécessaires. Finalement, c'est l'Union européenne qui est une anomalie, et une anomalie inefficace, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les conséquences économiques sont désastreuses pour les Français et pour les peuples européens. Les couplets de la Marseillaise, là, sur le tableau blanc, les couplets qui sont moins connus de la Marseillaise, c'est pour les apprendre par cœur ou... Oui, en fait, ce sont mes couplets préférés, enfin, c'est ce qu'on appelle le couplet des enfants, et on y retrouve un peu cette idée de l'héritage, de la fierté de l'héritage et de l'attachement à l'héritage que l'on doit transmettre, et je pense que c'est probablement le couplet qui est le plus représentatif de l'idée aujourd'hui qu'on se fait de la politique. Il y a des petits signes de la Russie aussi, des cadeaux, j'imagine, dans oui. le précédent voyage. La Russie, c'est un modèle d'évolution politique? Non, c'est pas un modèle. Il n'est pas question ici de faire l'apologie pour faire l'apologie de la Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est avec des ressources considérables, que 80% de sa population est sur le continent européen. Et que c'est un pays avec qui nous avons intérêt à nous entendre. Et forte de cette relation amicale, comme vous l'appeliez, est-ce que parfois vous avez envie, est-ce que ça vous démange de leur dire attention quand même, notamment en Syrie, à Alep, de ne pas aller trop loin? Oui, mais alors le problème, c'est que moi, je n'ai pas cette vision, si vous voulez, un peu angélique, naïve ou droit de l'homiste de la géopolitique. Je pense que ça, c'est une idée un peu moralisatrice à l'américaine. Vous dites, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Qui se veut les gendarmes du monde et les censeurs moraux de l'univers. Non, c'est vrai, mais il y a des civils qui sont massacrés en ce moment à Alep. Personne ne dit le contraire. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que si la Russie ne s'était pas engagée auprès de la Syrie pour lutter contre l'État islamique, il est probable que malheureusement la coalition européenne n'ait pas suffi à endiguer l'avancée de l'État islamique. Est-ce que vous êtes une femme pressée, Marion Maréchal Le Pen? Tout à l'heure, vous nous avez dit en début que la politique, ça allait vite maintenant, que vous ne ferez peut-être pas ça toute votre vie. Donc au fond, est-ce que comme Emmanuel Macron, à un moment donné, vous allez dire c'est mon tour? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Je sais qu'on me prête beaucoup d'ambition, mais très sincèrement, moi, l'engagement que j'ai pris à l'égard de mes électeurs, il est sur mon mandat, il est au conseil régional, et je n'ai absolument aucune projection au-delà de ces engagements. J'ai une confiance totale en Marine Le Pen. C'est une femme politique talentueuse qui est jeune encore, et elle a encore de nombreuses années politiques devant elle, et à ce titre, il n'y a pas de raison, si vous voulez, pour l'instant, qu'on puisse imaginer un autre scénario.